Sur les côtes de la baie de Tunis, un bâtiment semble s'extraire du rocher. À l'intérieur, un décor enchanteur, digne d'un palais des mille et une nuits. Et ces livres au titre évocateur, la musique arabe, véritable bible pour les musicologues. Il y a aussi cet objet personnel du maître des lieux, un instrument de musique rare qui a bien failli disparaître. Nous sommes chez le baron Rodolphe d'Erlanger, musicologue, esthète, défenseur des traditions locales de son temps. C'est l'histoire de cet homme au destin étonnant et de ce lieu que nous allons maintenant découvrir. Nous sommes en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, petit village en bleu et blanc, situé près de la capitale, Tunis. À flanc de colline, on découvre cette demeure somptueuse. Nous pénétrons dans ce qui est aujourd'hui le centre des musiques arabes et méditerranéennes. Mounir Entati en est le conservateur. Il a rendez-vous avec un jeune musicien de seulement 12 ans. Bonjour et bienvenue à Enej Mazara. Dans quelques semaines, aura lieu dans le patio du centre le Festival des jeunes virtuoses, l'occasion de faire connaître de jeunes talents venus des deux côtés de la Méditerranée. Je dois te dire deux choses. Premièrement, tu vas faire l'ouverture du festival. Tu vas jouer du ranoun pendant 40 minutes. Et après toi, il y aura un musicien espagnol qui jouera du piano. Bon, je te laisse répéter. Aujourd'hui encore, on continue de perpétuer ici l'esprit d'ouverture et de dialogue entre les cultures que l'homme à l'origine de ce lieu n'a eu de cesse de défendre. Mounir nous emmène sur les traces de celui qui a construit ce palais pas comme les autres, le baron Rodolphe d'Erlanger. Le baron d'Erlanger est français de naissance, britannique de nationalité. C'est le fils d'un riche banquier d'origine allemande. Le baron, né en 1872. C'est le troisième enfant d'un banquier allemand ayant fait fortune en Tunisie. Si ses frères se destinent à la finance, lui préfère les arts et la peinture. Il vit à Paris, mais sa santé fragile le pousse à choisir un pays au climat plus clément. Il va succomber au charme de la Tunisie, où sa famille possède déjà des terres, et décide de s'y installer. Il entame donc les travaux de construction de ce palais en 1909. C'est un chantier sans précédent, gigantesque, qui allait demander 4000 pioches et 4000 pelles. Les travaux vont durer plus de 10 ans. Le baron va fouiller dans l'héritage artistique musulman, dont il ignore tout. Il va faire de ce palais un chef-d'œuvre à nul autre pareil. Autant la façade du palais est discrète et très sobre, autant ici on est frappé par l'exubérance des éléments de décor, que ce soit à travers ces parements en marbre rose, à la place des lambris de faïence qu'on retrouve dans les demeures traditionnelles, que ce soit à travers les frises de stuc ajourés et sculptés, que ce soit aussi au niveau de ces plafonds en bois peint, ajourés et sculptés, ou bien d'éléments architectoniques comme donc cette fontaine murale qui reprend la forme de la niche de prière de la grande mosquée de Cordoue en Andalousie.
Le baron va puiser dans le répertoire de l'architecture arabo-andalouse, marocaine et tunisienne. Il s'inscrit ainsi dans le grand mouvement orientaliste du XIXe siècle. Il appellera son palais Ennej Mazara ou étoile resplendissante. Devant cette beauté, cette harmonie, je me sens plus léger. Moi qui ne suis pas très religieux, en fait, ce que je vois me donne envie de prier. À l'étage, Mounir nous entraîne dans les salons privés. Ici, une étrange impression, comme si le baron venait tout juste de quitter les lieux, imprimant une fois de plus ses choix esthétiques. Mais c'est du côté de la chambre à coucher que notre regard est soudain attiré. Ce qui est peut-être le plus spectaculaire dans cette salle, c'est cette alcôve-lit qui est surmontée par une calotte en bois sculpté, en stalactite, muqarnas, en forme de ruche d'abeille, qui est donc recouverte de feuilles d'or. C'est une pièce assez rare qui aurait été montrée lors de l'exposition universelle à Paris au début du XXe siècle. Toutes les influences européennes sont ici balayées. Elles étaient pourtant très à la mode en Tunisie depuis le XVIIIe siècle. Mais le baron n'en a cure, son désir est ailleurs, capturer l'âme de l'Orient. Un bijou d'architecture légué par la famille à l'État tunisien en 1989 pour devenir un musée. Il est installé au cœur d'un des villages les mieux préservés de Tunisie, Sidi Bou Saïd.